Après avoir vu quelles sont les problématiques liées à la surpopulation mondiale et au pic du pétrole et au pic des autres ressources naturelles, ainsi qu'à l'effondrement des niches écologiques, tout cela converge pour bien sûr nous apporter des crises très lourdes et donc un impact sur notre économie. Or, notre économie, l'économie qui est au cœur de notre système moderne qui nous permet de vivre et qui permet à 7 milliards et demi, 8 milliards bientôt d'habitants de la planète de plus ou moins et très inégalitairement mais enfin de vivre, eh bien on le voit de plus en plus et certainement depuis 2007-2008, depuis le grand début de la crise financière, eh bien cela va mal. On le voit dans les journaux, on voit que malgré les annonces, malgré les tentatives de nous faire croire que tout va bien, au contraire, l'économie continue à aller mal et je pense que à partir de fin 2012, nous entrons dans une deuxième phase de chute. Et je crois que c'est inévitable. On parle de pic de pétrole, l'impact est là. On parle de pic écologique, l'impact est là. On va parler même on parle de plus en plus de pic de prospérité. Et ceci risque bien d'être précipité par notre système économique. Et il est important de voir sur quoi ce système est basé. Tout d'abord, il faut voir que la même courbe que la croissance démographique est celle de la croissance économique. On voit que non seulement la population a agrandi, mais que le produit intérieur brut par habitant a également cru de manière exponentielle. Et cela n'est pas évidemment un hasard que cette croissance s'est fortement accélérée au 19e et au 20e siècle. Bien sûr, nous avons injecté dans nos systèmes économiques tout d'abord une énergie qui a mis des millions d'années à se créer sous forme de charbon d'abord et ensuite pétrole. Et puis nous avons créé un mode d'industrie qui est, avec la première et la deuxième révolution industrielle, nous ont amené toute une logique productiviste, une logique de mécanisation, de production en chaîne, qui nous a amené d'un côté énormément de bienfaits, mais d'autre côté, au-delà des aspects néfastes dont nous avons parlé liés à la pollution et à la création de déchets, eh bien, nous a également amené un certain mode de pensée. Un mode de pensée qui est basé sur la croissance, sur le fait que la croissance est le but ultime et la seule issue pour l'économie et pour la vie humaine. Tout est basé sur la croissance, croissance et profit, bien entendu, car sans profit, pas d'entreprise, pas de croissance. La logique se tient d'ailleurs. Mais enfin, on se rend compte que cette croissance est le mot que tout le système économique et politique a à la bouche. Lorsque quelque chose va mal, lorsqu'il y a par exemple du chômage, eh bien, on va faire de la croissance pour pouvoir continuer, pour pouvoir le résorber. Lorsqu'il y a de la dette, eh bien, on fera de la croissance pour générer des profits et payer la dette. Alors ça a une logique dans un monde infini, et c'est ce que les économistes souvent ne comprennent pas, c'est que dans un monde qui par définition a des limites, qui est fini, nous ne pouvons pas avoir une croissance infinie. Nous arrivons forcément à terme à des limites. Et nous le voyons même dans la technologie, beaucoup de gens pensent que les technologies amènent toujours des solutions, mais même dans les technologies, nous arrivons à des limites physiques inévitables. Et donc, à cette croissance sur laquelle nous comptons pour nous sortir de ce mauvais pas dans lequel nous sommes situés, eh bien, comme nous l'avons vu, la raréfaction des ressources naturelles et la destruction de nos systèmes écologiques vont totalement interdire toute croissance future et nous allons être très très mal. Pour comprendre, il faut voir un petit peu quel est l'effet de la dette, pour comprendre pourquoi cette croissance va aussi s'arrêter et pourquoi ces crises vont être précipitées par la crise de la dette et la crise financière. Eh bien, il faut se rendre compte que, en réalité, le système productiviste, certains disent capitaliste, mais la définition serait intéressante à être plus précise. Eh bien, le système occidental, on va dire productiviste, industriel, en réalité, il est arrivé à sa fin dans les années 70. Années 70 qui ont correspondu au premier choc et deuxième choc pétrolier. Et depuis,
Nous avons essentiellement transformé les économies occidentales, qui jusqu'à ce moment-là étaient les économies dominantes du monde. Il faut savoir qu'en 1945, par exemple, l'économie des États-Unis pesait 50% de la production industrielle mondiale. Et une autre grande partie était celle de l'Union soviétique à l'époque. Et les grands empires qui étaient euh, le Royaume-Uni, d'une certaine manière l'Allemagne, encore d'une autre certaine manière la France et l'Espagne, eh bien, étaient en phase déjà très avancée de déclin. Déclin, à mon avis, commencé en 1914. Et enfin, on se rend compte que depuis les années 70, ce qui nous a permis un certain souffle, ça a été de réinventer l'économie industrielle par deux choses. Tout d'abord, l'économie des services. Nous avons transformé nos économies en économies où on se rend service les uns les autres, qui coupe les cheveux, qui fait du marketing, qui euh, vous conduit, qui vous fait des services à domicile, qui s'occupe des vieux, etc., etc. Mais nous ne produisons plus rien. Toute la production a été transportée de manière massive dans les pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et beaucoup plus docile. Et ça, c'était le grand rêve des grandes multinationales, bien entendu. Et donc, nous avons vu ce transfert de technologie, de savoir-faire et de capacité de production ailleurs. Deuxième élément important, ça a été la création de la dette. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne pouvez pas vivre avec ce que vous gagnez, avec ce que vous produisez, eh bien, si quelqu'un vous prête de l'argent, vous pouvez continuer à garder votre niveau de vie. Et c'est ce qu'ont fait les États-Unis et l'Occident en général, c'est que nous avons continué depuis les années 80 à vivre à crédit. Nous avons emprunté, et l'on voit les courbes de croissance de la dette, nous avons emprunté et le système financier n'a été que trop heureux de pouvoir prêter l'argent, le capital qui sinon reste improductif, à des taux d'intérêt, ce qui nous permet, par la création monétaire, de générer des dettes absolument phénoménales. Alors, quant à la production, je l'ai brièvement dit, il est clair qu'avoir transporté de manière ultra-libérale nos emplois, les emplois de l'Occident, dans des pays en voie de développement, sans mettre des barrières tarifaires pour compenser les différences de structure sociale, les différences de traitement, bien sûr, des travailleurs d'un pays à l'autre, a été bien entendu une catastrophe. Alors, j'ai l'air de dire quelque chose comme un vieux marxiste, mais en réalité, l'analyse, je pense, que la synthèse aurait dû être celle d'un Marx et d'un Pareto et d'un Adam Smith et d'un Schumpeter à la limite. Malheureusement, nous avons pris le mauvais système de tous ces penseurs. On a pris ce qui ne fonctionnait pas dans chacun de ces économistes. Et nous sommes arrivés à l'élément où tous les travaux, on va toujours vers le moins cher, vers le plus profitable. Et si ça peut avoir marginalement quelques avantages, à la fin, si on appauvrit l'ensemble de la société, et surtout qu'on nous enlève les moyens de produire ce dont nous avons besoin, et éventuellement de changer de monde par des changements de production, eh bien ça ne va plus être possible. Le résultat, eh bien c'est comme dans les années 20, lorsqu'il y a eu la crise de 29, eh bien aujourd'hui, nous voyons de la même chose. Ici aux États-Unis, en 2011, eh bien de plus en plus de chômage, en sachant que les statistiques sont bien entendu camouflées et faussées, à tel point que plus pratiquement aucun analyste ne les prend au sérieux, eh bien le chômage devient gigantesque. Euh, je pense qu'en 2012, le chômage réel dans la plupart des pays occidentaux a dépassé largement les 20%. Certainement, il s'approche des 20% aux États-Unis. Le chômage réel dans la plupart des pays européens, il doit être également largement près de 20% et proche des 50% des populations de moins de 25 ans. Et il faut comparer ça aux statistiques officielles où on nous parle encore de 5, 8%, mais qui sont complètement fausses, complètement erronées. Alors, quand on nous endette, on parle aujourd'hui de trilliards de dollars. Et il faut se rendre compte de ce que ça veut dire un trilliard. Un trilliard, c'est 1000 milliards. Un milliard, c'est 1000 millions. Un million, c'est 1000 fois 1000. Ok, donc un trilliard, c'est 1 milliard de SMIC. Ok, ça veut dire que si on empilait des billets de 100 dollars ou d'euros les uns sur les autres, nous aurions une pile de 100 km. Cela veut dire que nous pourrions empiler une somme colossale de papier. Et évidemment, je ne suis même pas sûr qu'il y a ce papier sur Terre.
C'est évidemment jamais imprimé. Cet argent, ce ne sont que des 0 et des 1 dans des ordinateurs. Ce ne sont pratiquement que des chiffres inventés. Mais néanmoins, leur impact est réel, puisque cet argent finit par se dévaluer. On voit par exemple que la dette publique aux États-Unis a fortement augmenté depuis les années 80, comme par hasard, comme je vous l'avais dit, nous avons commencé à vivre à crédit à partir des années, fin des années 70, début des années 80, et il atteint en 2010 14 trilliards de dollars. D'ailleurs, l'annonce a été faite récemment en septembre 2012 que la dette est de 16 trilliards de dollars. C'est un chiffre totalement colossal. Ça c'est la dette publique des États-Unis. Et à cette dette, il faudrait ajouter, à la dette publique donc, il faudrait ajouter la dette des entreprises, la dette de la finance, la dette des ménages. Et si on les ajoute, on arrive aujourd'hui à une dette des États-Unis totale de plus de 50 trilliards de dollars. Il faut comparer, il faut imaginer que les États-Unis ont un produit national brut de 20. Donc, elle est plus de 2, presque 3 fois le produit national brut, le revenu des États-Unis total. C'est considérable. Et en réalité, si on ajoute à cette dette ce qui devrait être ajouté comme dette, c'est-à-dire la dette de tout ce qui est caisse de retraite, etc., pension, nous devrions arriver à peu près à 250, peut-être 300 trilliards de dollars aujourd'hui en 2012. C'est absolument considérable, c'est impossible de rembourser ceci, à moins d'avoir des croissances extraordinaires, mais nous l'avons vu, ces croissances ne pourront jamais être là, puisqu'il y aura de moins en moins de pétrole, où il sera de plus en plus cher, et il y aura pénurie de ressources. Et en fait, nous voyons que la dette américaine par rapport à son produit national brut, et encore ça ce sont les chiffres officiels, la réalité c'est que c'est probablement le double. Nous arrivons à plus de 3 fois le PNB des États-Unis. Et ceci est à peu près le même dans tous les pays occidentaux d'ailleurs. Et correspondant à cette dette, pour pouvoir financer le système, nous voyons en fait de la création monétaire. Et la création monétaire se fait par de la dette. On crée de la monnaie en prêtant de l'argent. C'est comme ça que le système de création monétaire fonctionne. Et en fait, l'on voit qu'entre 2000 et 2010, les États-Unis, enfin la Réserve fédérale américaine, pour être précis, qui est une banque privée, qui ne dépend pas, il faut le savoir, du gouvernement américain, mais qui est simplement un consortium de différentes banques américaines, parmi celles-là Morgan Stanley, la banque Lazard, la banque Rothschild, etc. Eh bien, ces banques privées ont créé un consortium en 1913 qui a le monopole de l'impression de la création monétaire aux États-Unis, et que cette création se fait en prêtant l'argent à des banques ou à l'État américain, sous forme de bons du Trésor, etc. Bref, on voit que la création monétaire depuis 2010 correspond à toute la création monétaire qui a été faite depuis la création de la Banque centrale américaine, donc de la Réserve fédérale, pardon, depuis le début, depuis 1913. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui a été créé comme contrepartie à cette monnaie entre 2010 et 2012? Est-ce qu'on a créé un réseau d'autoroutes, des trains à haute vitesse, de la même manière que ce que les États-Unis ont pu créer comme éventuelle richesse réelle depuis 1913? Eh bien rien, c'est du vent. Cette monnaie qui a été créée ne correspond à aucune création de richesse. Et donc, cette monnaie ne vaut rien. C'est évident. Pourquoi accepteriez-vous de la monnaie qui a été écrite simplement sur un morceau de papier? Alors les gens le font par convention, mais ça ne fonctionne pas. Et nous voyons aujourd'hui qu'avec ce qu'ils ont appelé les quantitative easing 1 et 2, et en ce moment même le 3e est en route, nous voyons que la création monétaire continue. Et l'effet inévitable de cette création monétaire, c'est bien entendu la dévaluation de cette monnaie. Plus un bien est nombreux et disponible, moins il a de la valeur. Plus un bien est rare, plus il a de la valeur. Et donc le dollar, et c'est la même chose pour les euros, nous allons le voir, qui s'imprime et continue à être imprimé, qui continue à être émis, puisqu'il y en a de plus en plus, eh bien il vaut de moins en moins. Le dollar va acheter de moins en moins de choses, et l'effet induit de ce phénomène s'appelle l'inflation. Et de plus en plus, nous allons avoir un renchérissement des produits, qui en plus va être accentué par le coût qui s'élève des matières premières, notamment du pétrole. Et donc nous voyons par exemple le dollar comparé au franc suisse, nous voyons qu'il ne cesse de baisser de manière phénoménale. Je me souviens quand j'étais petit,
qu'un dollar valait 3 ou 3 francs 50 suisses, ensuite 2 francs, et aujourd'hui il vaut moins de 1 franc suisse. Et donc, cette inflation qui va être créée par cette dévaluation finalement de la monnaie, eh bien, elle se mesure, elle se voit. Et nous voyons que, en fait, les États-Unis ont eu finalement, le prix des biens était resté relativement stable, à part, bien entendu, pendant les guerres d'indépendance, de sécession, les guerres de 1812, bien sûr, la première et puis la deuxième guerre mondiale. Et depuis surtout les années 70, le prix des biens a explosé. Et ça, c'est clairement lié à la création monétaire massive qui a été faite. Et le prix des biens va continuer à augmenter, et ceci est extrêmement néfaste pour les populations les plus modestes. Car si vous avez beaucoup d'argent, si vous possédez 50 millions de dollars et que vous perdez 10%, ça vous fait mal. Mais il vous en reste 45, l'équivalent de 45 en pouvoir d'achat. On se comprend. Maintenant, si vous êtes très pauvre et que vous vivez au SMIC et que vous gagnez vos 1000 dollars par mois, eh bien, lorsque vous perdez 10% de pouvoir d'achat, ça veut dire que vous n'arrivez plus à finir le mois, vous n'arrivez plus à nourrir votre famille et vos enfants, vous n'arrivez plus à payer l'essence pour aller à votre travail, c'est catastrophique. Donc, évidemment, les classes les plus défavorisées, les plus pauvres, sont celles qui sont touchées le premier. Et là, il ne s'agit pas de paresse, parce que souvent on dit, oui, mais les pauvres sont des gens paresseux. Ouais, peut-être, mais certainement pas à cause de ces phénomènes-ci. Quelqu'un qui est paresseux, ben, bien sûr, il se retrouve dans la merde, et c'est loin d'être le cas des gens pauvres, à mon avis. Mais enfin, lorsqu'une personne elle a simplement le salaire qu'elle a, parce que plus cher, ça voudrait dire que son travail est délocalisé en Chine ou en Inde, eh bien, si ce salaire achète tous les mois de moins en moins de choses, eh bien, cette personne elle se retrouve pressurisée et finalement appauvrie sans le savoir. Et ça, c'est totalement ignoble, et clairement, la faute incombe aux politiciens de jouer le jeu dans ce système-là. En Europe également, on voit que la création monétaire a été phénoménale, et donc nous voyons que nous créons de la monnaie en Europe, et qu'évidemment l'euro dévalue, et donc c'est pour ça que vous voyez tous une certaine inflation de plus en plus forte, notamment pour les produits alimentaires, tout ce qui dépend du transport, mais simplement aussi parce qu'il y a de plus en plus d'euros en circulation, et cette inflation, elle pourrait exploser si l'argent était vraiment émis en circulation sur le marché et non pas gardé dans le système bancaire. Donc ce qui est en train d'arriver, c'est que nous approchons du gouffre. Nous risquons d'avoir une explosion du système bancaire, toutes ces banques qui ont des bilans atroces, qui ont perdu énormément d'argent, qui sont hyper endettées. Nous risquons d'avoir également une explosion de la dette souveraine des pays. Nous avons déjà vu en Grèce que quasiment la situation est depuis 2 ans totalement irrécupérable. Nous le voyons arriver en Espagne, nous le voyons arriver en Italie, et bientôt il arrivera en France et dans d'autres pays. Nous sommes dans un gouffre sans aucune issue, et les gouverneurs des banques centrales ne savent faire qu'une seule chose, c'est imprimer de la monnaie, imprimer de la monnaie, imprimer de la monnaie, ce qui nous amènera forcément vers un gouffre dans lequel il n'y a pas d'autre issue que de changer totalement le système. Et ce sera le cas de tous les pays, les uns après les autres. Il n'y aura aucune échappatoire à cette crise globale, puisque toutes les économies mondiales sont de plus en plus liées, et nous allons vers le gouffre, quoi qu'il arrive. C'est trop tard. Là, nous sommes au-delà des solutions. Il y aurait des solutions théoriques, mais qu'aucun politicien ne voudrait mettre en place. Ce serait de totalement nationaliser toutes les banques qui sont endettées, et pour les États, et même d'une certaine manière les particuliers, dans grand nombre de cas, simplement enlever et mettre toutes les dettes à zéro, créer une nouvelle monnaie basée sur quelque chose qui a de la valeur, typiquement ce serait de l'or, et de repartir à zéro tout en sachant qu'il n'y aura plus de croissance. Mais ça, c'est une solution qui est politiquement impossible pour la génération d'hommes politiques et de femmes politiques qui existent aujourd'hui, qui sont totalement dans le dogme de la croissance, dans une approche, dans un état d'esprit totalement biaisé, et qui n'auront jamais même de succès électoral s'ils pouvaient dire la vérité, quand bien même ils la connaîtraient. Ça me rappelle l'histoire de Prométhée. Prométhée qui était évidemment l'un des titans qui avait aidé Zeus dans son combat contre son père, et qui était l'un des favoris d'ailleurs, et qui était le créateur
de la race humaine, puisqu'il avait créé les humains avec de l'argile. Et il a désobéi à Zeus en donnant finalement de la connaissance à l'être humain. Et cette connaissance, eh bien, il a été donc la connaissance et la lumière. Et donc, il a été puni par Zeus. L'autre exemple qui me vient de la mythologie grecque, c'est-à-dire que pour Prométhée, chaque connaissance et chaque lumière que l'on donne aux êtres humains correspond ensuite à une punition. La punition de Prométhée, ça a été d'être enchaîné à l'Atlas et de se faire manger tous les jours le foie par un aigle. Mais la punition pour les êtres humains a été Pandore avec sa boîte qui, une fois ouverte, a donné destruction. Donc la morale, c'est que pour chaque bienfait, il y a un malheur. Et les bienfaits que nous ont apportés l'ère industrielle, la croissance économique, eh bien le malheur, c'est qu'elles nous ont amenés au bord du gouffre et nous allons y entrer dans le gouffre. Et ça me rappelle également le mythe de Sisyphe, où en fait nous avons des dettes que nous allons porter de plus en plus loin, mais qui nous écraseront tôt ou tard, et que nous sommes dans une situation où il est impossible de nous en sortir. D'ailleurs, ces problèmes financiers ne sont pas nouveaux. Les bulles spéculatives et les bulles financières qui nous amènent à la dévaluation de la monnaie existent depuis longtemps, et chaque monnaie dominante a fini par être détruite et remplacée par une suivante. La nouveauté aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un système global et que la destruction sera globale. Quant aux effets de l'hyperinflation, eh bien, regardez le prix d'une once d'or de 1919 à 1923, représenté en marque allemand. Ça signifie que l'once d'or, c'est toujours la même. Et donc, le nombre de marques que vous avez besoin pour acheter cette même once d'or ne cesse d'augmenter, ensuite de manière exponentielle, pour passer par exemple de janvier 1919 de 170 marques à novembre 1923, donc 4 ans plus tard, à 87 trilliards. Et donc, est-ce que c'est juste? Voilà, centaines de milliers, millions, milliards, voilà, 87 trilliards. Et ça, c'est normal. Lorsqu'on imprime de la monnaie, lorsque celle-ci perd de la valeur, eh bien, elle se dévalue totalement. Et c'est pour ça que nous avions, dans les années 20, des billets de 100 milliards de marques. Et tous ceux qui étudient la montée des extrémismes, notamment du nazisme en Allemagne dans les années 20 et surtout dans les années 30, eh bien, c'est clairement lié à le manque de confiance de la population dans leur système, y compris monétaire. Plus récemment, nous avons vu les dinars yougoslaves également partir en hyperinflation juste avant la guerre en Yougoslavie, et nous l'avons vu dans les années 90. J'ai personnellement assisté en habitant au Zimbabwe à cette époque, où nous avons vu une hyperinflation au Zimbabwe qui nous a amené des billets totalement hallucinants de 50 milliards, ou même de 10 000, je crois, de 10 trilliards de dollars. Donc quelque chose de complètement hallucinant. L'Argentine également. Les systèmes de hyperinflation sont bien connus, et nous sommes au bord, et nous allons avoir tôt ou tard. Pour l'instant, nous sommes encore une phase de mélange d'inflation et de déflation. Déflation parce que lorsque certains biens n'ont plus aucune valeur intrinsèque, eh bien, ils perdent de la valeur. Donc nous allons avoir de plus en plus des biens qui ne sont pas indispensables, comme des télévisions, de plus en plus des voitures dans un monde où l'essence coûtera cher, qui vont baisser de coût, qui vont baisser de prix. En revanche, des choses essentielles comme la nourriture, etc., elles vont augmenter. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Est-ce que ça vaut d'ailleurs la peine de montrer du doigt quelqu'un? Est-ce que ça vaut la peine de donner la faute à quelqu'un? À la limite, c'est pas très important par rapport à l'effondrement qui nous arrive dessus. Mais enfin, c'est toujours intéressant de voir. Est-ce que c'est la faute des banques? Est-ce que c'est la faute finalement de la collusion entre systèmes politiques, grandes entreprises, notamment bancaires? Est-ce que finalement c'est une sorte de socialisme pour les grandes banques et les grands systèmes financiers, pour les très riches? Clairement, on voit aujourd'hui que le système est totalement corrompu et totalement obsolète, le système politique des grandes puissances, des grands pays. Il va y avoir une très très forte haine de la population, et il y aura une forte volonté de punir les coupables, quand bien même faudrait-il encore que l'on identifie les coupables réels. Mais je pense qu'il va y avoir des troubles sociaux très très importants liés à ce qui est en train de se passer.
Alors, est-ce que c'est la faute des politiques également? Bah, certainement que les politiciens sont largement incompétents. Ils sont de plus en plus en Occident, ce sont tous des avocats, c'est-à-dire des gens qui savent parler mais qui n'ont pas de compétences dures, ce ne sont pas des ingénieurs, ce ne sont pas des gens... alors désolé pour mes amis avocats, mais vous parlez bien, mais vous n'avez pas fait des études extraordinairement difficiles, vous ne connaissez pas la physique, vous ne connaissez pas les ressources naturelles. Voilà, c'est comme ça. Et donc ceux parmi vous qui font de la politique, souvent c'est parce que vous parlez bien. Alors pour certains, il y a une motivation, il y a une volonté de faire le bien, mais finalement c'est aussi un système extrêmement corrompu, extrêmement glauque, avec des personnalités de plus en plus méprisables. Euh, et l'on voit que ce sont des gens faibles et qui ne sont plus aux commandes. Aujourd'hui, les commandes, elles sont chez les lobbies, elles sont dans les lobbies industriels, dans des lobbies politiques, dans des lobbies euh, de clairement, on voit pétrole, pharmacie, pharmaceutique, alimentaire. On voit que ce sont les entreprises qui imposent les lois, qui imposent des lois pour maximiser leurs profits, et tout cela nous accélère vers la chute. Et on voit que tout ce que savent faire ces politiciens, c'est des grandes réunions pour parler. Ils ne représentent plus leur peuple, même s'ils se prétendent démocratiques. La démocratie n'existe plus en Occident, à part des rares pays comme j'espère encore la Suisse. Mais dans l'immense partie, on vote, on élit des gens entre deux candidats ou trois candidats qui ont exactement les mêmes programmes, à part une fine couche de sociétal légèrement différent. Tous ont les mêmes lobbies derrière, ont les mêmes sponsors, et le renvoi d'ascenseur se fait pareil partout. Finalement, on se retrouve à penser comme le vieux schéma des socialistes ou des communistes du début du XXe siècle, ça c'est un schéma de 1890 je crois, ou de 1901, je me souviens plus, où on voit que voilà, finalement on a un système qui se nourrit du travail des peuples. Mais je pense que c'est pire que ça. Ça c'est finalement très obsolète et c'est une vision du monde qui, à mon avis, est totalement caduque. La réalité, c'est que il y a des techniques de domination de tout, des gens, de la planète, de toutes les choses vivantes, et qu'il y a un système de pompe à Afrique pour amener des ressources et de l'argent tout en haut, qui sont de plus en plus une élite financière et qui utilisent les banques centrales, qui sont de plus en plus privées, il faut le comprendre, qui utilisent le système bancaire, qui utilisent les grandes entreprises et qui utilisent les gouvernements qui sont à leurs ordres pour piller la terre entière. Tout ça, ça va finir par se payer. Alors dans le mécanisme, comment ça fonctionne? Eh bien, je pense qu'il y a vraiment des gens très très riches qui contrôlent des entreprises, qui payent et influencent des politiciens, et par les entreprises, eh bien, dominent les médias, et ceci nous permet de mettre la pression et d'influencer les citoyens. Et par les politiciens, eh bien, par le système législatif et par le système de la loi, ils arrivent à contrôler et punir les citoyens. Et tout cela est également géré par on va dire, un complexe militaro-industriel, comme le disait Eisenhower, qui de plus en plus est privé, qui de plus en plus est le système de sécurité pour imposer une sorte d'ordre qui, il faut le dire, ça c'est du vrai fascisme. C'est du vrai fascisme, mais pas du fascisme bon enfant de grand-papa de Mussolini. Ici, c'est du système limite nazi. C'est un système de corporatocratie qui va mettre en esclavage tous les habitants et tous les peuples et toutes les nations du monde. On le voit dans des pays comme par exemple la France, où ça devient de plus en plus, honnêtement, ça devient du n'importe quoi. Et on sent que les réactions, eh bien, elles existent. Je crois qu'elles sont encore faibles, mais on sent que de plus en plus, nous avons, surtout chez les plus jeunes, qui ont encore de l'énergie, qui n'ont pas grand-chose à perdre, eh bien, nous voyons de plus en plus des troubles. Alors, est-ce que nous allons avoir une forme de révolution? En tout cas, en Grèce, en début 2012, lorsque les réformes d'austérité ont été imposées, eh bien, on a vu des révoltes. On a vu la ville un petit peu quand même avec des troubles. Mais à la fin, les Grecs se sont pliés. Et on a vu que 30% de la population d'Athènes a quitté la ville pour pouvoir retourner chez ses grands-parents et vivre du potager qu'ils avaient. Mais enfin, la population grecque s'est soumise. Le peuple grec s'est soumis. Et ça ne présage rien de bon pour le reste. Nous voyons ici une image de Madrid. Et enfin, la révolution, c'est peut-être une solution, bien que je n'y crois pas, mais l'autre
L'autre possibilité, c'est que certains pays puissants, encore puissants d'un point de vue militaire, mais au bord de l'effondrement économique, ce qui est le cas des États-Unis, eh bien, se drapent de nationalisme, euh, mais du mauvais nationalisme, et finalement partent en guerre en utilisant leur puissance militaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons le déploiement des forces militaires américaines qui sont à bout de souffle. Il faut le savoir que les forces armées américaines, bien que considérables, avec une puissance inégalée dans l'histoire de l'humanité, eh bien, ont des problèmes de pouvoir maintenir leur équipement fonctionnant. Ils n'ont plus les budgets pour faire tourner la maintenance et les réparations. Et ils ont, à la limite ils se battent contre le temps pour pouvoir avoir encore cette efficacité. Et cette efficacité redoutable, eh bien, on peut imaginer qu'elle soit utilisée. Car après tout cet arsenal, eh bien, il dépérit, il perd de sa valeur s'il n'est pas utilisé. Et on peut très bien imaginer que cette grande puissance qu'est les États-Unis, prédatrice par définition, puisqu'elle est sous contrôle, on va dire, c'est devenu un empire qui est sous contrôle d'une oligarchie, qui contrôle les politiques et qui contrôle donc les faits et gestes de son appareil militaire, eh bien qu'on utilise cette force militaire pour s'approprier les ressources, voire même pour simplement piller les pays récalcitrants. Et la puissance est considérable lorsque l'on regarde de fait ce qui s'est passé. Là, typiquement, on voit l'Irak. La force de frappe américaine a été impressionnante. Il y a eu plus d'1 million de morts directement à cause de cette guerre, de cette invasion. Et finalement, alors est-ce que c'est rentable pour les Américains? Ben non, je pense que toutes ces guerres, si elles sont rentables à quelques entreprises, comme les guerres coloniales dans le passé, en fait, elles sont extrêmement peu rentables pour la nation qui lance cette entreprise, et qu'à la fin, elles vont accélérer encore plus la destruction. Le problème, c'est que ça fait une belle jambe à ceux qui se prennent du napalm sur la tronche, et ça fait une belle jambe si on se lance dans des guerres bien plus graves. Alors, quel va être le rôle des vassaux des États-Unis? Finalement, on voit l'Angleterre, la France, de plus en plus d'autres pays qui sont totalement aux ordres de cette grande puissance. Beaucoup de ces pays sont devenus les supplétifs, les harkis des États-Unis. Et on voit l'Angleterre et d'autres, et même l'Allemagne qui est présente en Afghanistan. Et on peut redouter que justement cette utilisation de la force militaire soit extrêmement dangereuse et nous amène évidemment à des drames, bien sûr personnels, mais je pense aussi moraux. Je crois que une des forces, bien que c'était jamais tout blanc ni tout noir, mais une des forces de l'Occident, c'était aussi d'avoir une certaine morale, les gens du monde entier avaient une certaine admiration pour un certain système. Aujourd'hui, c'est complètement discrédité. Nous sommes devenus des barbares. Nous sommes devenus, nos gouvernements nous obligent à pratiquer des choses abominables et atroces. Nous avons vu en Libye, nous sommes en train de voir ce que nous faisons en Syrie. C'est absolument ignoble. Alors, je ne vais pas mettre trop d'images horribles, mais ce que font les Occidentaux, ce que fait le gouvernement oligarchique mondial, il faudrait ne pas dire les Occidentaux, parce que nous ne sommes pas responsables de ce que font nos élites, ce qu'ils nous obligent, ce qu'ils font est absolument digne des pires choses, des heures les plus sombres de l'histoire, et pour une fois ça veut vraiment dire quelque chose. Typiquement, c'est de l'acabit de l'Allemagne nazie, c'est de l'acabit du Moyen-Âge. C'est ignoble. Et là-dessus, on voit qu'au Moyen-Orient, il se peut qu'il y ait le conflit entre l'Iran et Israël qui soit un déclencheur, qui soit la mise au feu aux poudres. Et là aussi, bien sûr, c'est particulièrement grave ce qui peut arriver. Et je ne comprends pas comment la folie de l'État israélien d'imaginer qu'en faisant la guerre à l'Iran, eh bien, ils vont être en sécurité. Bien au contraire, je pense que c'est un pays qui aurait tout à gagner à faire vraiment et véritablement chercher la paix, mais c'est de plus en plus difficile. Et en face, il n'y a plus que des enturbanés et des barbus qui, de toute façon, sont stipendiés par la CIA. En face, maintenant, nous avons un bloc. Nous avons les BRICS, nous avons le pacte de Shanghai, nous avons la Chine, nous avons la Russie qui se réarme et qui est un pays riche aujourd'hui, qui n'a pas de dette. Nous avons nouveau un bloc, une puissance qui se crée pour sa survie. Elle se sent agressée et elle développe rapidement des nouvelles technologies pour combler le retard technologique qu'elle a avec forcément les États-Unis.
et nous voyons de plus en plus un déploiement de forces qui est considérable également, bien plus faible que celui des États-Unis, mais probablement la motivation, elle est beaucoup plus forte. Et puis, l'émergence de la Chine comme puissance militaire est une nouvelle donnée. Nous voyons que, sur le papier en tout cas, les chiffres, les croissances de leur budget est considérable. Et leur capacité semble ne plus être aussi mauvaise qu'elles l'ont pu être dans le passé. Et on va se poser la question de où cela peut nous mener, parce que au-delà des forces conventionnelles, il reste la force de frappe nucléaire. Alors, celle-ci peut être dissuasive, mais c'est aussi une boîte de Pandore, justement, comme je parlais tout à l'heure. Si celle-ci est utilisée, et les forces nucléaires, tant russes qu'américaines et aussi chinoises, bien sûr, sont considérables. Et si on ajoute les forces nucléaires israéliennes et européennes, nous sommes potentiellement, si quelque chose tourne mal, à l'aube, de nouveau, comme nous le risquions dans les années 70 ou les années 60, d'une catastrophe, d'un holocauste nucléaire, où là, les chances de survie restent extrêmement faibles. Nous espérons que cela ne va pas être le cas, et là-dessus, nous espérons aussi qu'il ne va pas y avoir des troubles, on va dire, de problématiques naturelles qui se rajoutent à toute ce château de cartes de catastrophes qui est en train de nous arriver. Là, c'est une image, je pense, qui est évidemment montée d'un tsunami. Ce n'est pas celui du Japon, ça m'a l'air bien plus grand. Nous avons aussi des catastrophes naturelles de plus en plus puissantes. Nous allons des phénomènes naturels de plus en plus puissants, des ouragans de plus en plus forts. Et puis nous avons aussi la petite surprise que nous réserve la nature de temps en temps, c'est-à-dire des virus qui peuvent nous amener des épidémies extrêmement mortelles et nous mettre à mal notre système sanitaire. Mais enfin, ceux-ci sont relativement imprévisibles et vous allez le voir, les systèmes de survie pour d'autres effondrements, eh bien,